Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 6 octobre 2024. C'est une affaire qui n'a pas encore livré toutes ses vérités, mais les acteurs politiques, eux, dans leur majorité, ont choisi le camp, celui de la présumée victime, le chef de l'État Patrice Talon, et condamne par la même occasion les présumés commanditaires, donc Olivier Bokor et Oswald Obeki. La supposée tentative de coup d'État domine toujours l'actualité animée par les acteurs politiques. Les uns après les autres, ils enchaînent les déclarations pour condamner l'acte et les mises en cause et soutenir le pouvoir qui serait visé par ce coup. Alors, quelle est la position du bloc républicain dans cette affaire? C'est l'un des partis de la mouvance présidentielle. Un membre du bureau politique du parti ouvre les discussions sur le plateau du grand format. Gustave Depo-Sonon nous dira également ce qu'il pense de la déclaration du parti d'opposition, les démocrates. Et juste après, la revue de presse hebdomadaire de Asion Mokani Asiongbon, il prendra la parole pour le décryptage de l'actualité nationale. C'est mon invité média, Stéphane Achille Rosso, est analyste politique et rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Le vieux Kossi est notre artiste de la semaine ce dimanche et lance un nouveau single sur le titre Serroui, morceau à découvrir au cours de notre entretien. Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous ce dimanche, comme vous savez d'ailleurs le fait tous les dimanches quand ils sont 13h. Si vous êtes prêts, eh bien le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, le 19e sommet de la francophonie se tient à Paris en France. Le chef de l'État béninois prend part aux travaux aux côtés du président français, tout comme une centaine de délégations de chefs d'État et de gouvernement dans le monde. On en parle dans un instant. On parlera également des temps forts de la 19e réunion des ministres et experts chargés des télécommunications, des TIC et de l'économie numérique et des postes des États membres de la CEDEAO. C'était vendredi à Cotonou. En prélude à cette session, il y a eu la rencontre des experts de la CEDEAO du 2 au 3 octobre dernier. Images et reportages à suivre. À suivre également les points forts de la cérémonie de mise en service du sous-bureau pour les départements du Nord, Bénin, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est à Parakou. Cérémonie couplée avec le lancement officiel de la stratégie de coopération pays OMS Bénin 2023-2027. Les infos, c'est le premier chapitre du grand format. On démarre avec ces informations. Le président de la République, Patrice Talon, participe au 19e sommet de la francophonie à Paris. C'est un image, événement majeur dont les enjeux sont politiques, économiques, numériques et culturels. Depuis 33 ans, c'est la première fois que le sommet est organisé en France. Une centaine de délégations de chefs d'État et du gouvernement ont pris part aux travaux aux côtés du président de la République française qui, à l'occasion, a plaidé pour que les membres de l'organisation portent ensemble une diplomatie qui défende partout les valeurs de la francophonie. Je vous invite à suivre les propos du président français Emmanuel Macron. Elle est dès le début une organisation décentrée qui, enfant de la décolonisation, a voulu revendiquer une langue que nous avons en partage. C'est pourquoi la langue française ne cesse de se constituer en francophonie aussi en se dotant de ses propres outils, en se structurant, en bâtissant un rayonnement qui lui est propre. Notre langue est un espace qui se construit. Alors certes, il y a notre Académie française, et je salue les immortels ici présents, qui est l'institution, mais il y a aussi le dictionnaire des francophones et de la francophonie, que nous avons bâti non comme une concurrence, mais comme un outil qui permettait de rassembler tous les mots qui s'inventent. Notre langue est un espace aussi pour s'informer, comprendre le monde. Et depuis hier, nous avons la joie d'accueillir un visage de plus sur notre photo de famille, puisque la présidence de TV5 Monde, notre chaîne de télévision francophone, est désormais portée par Madame Kim Younes. Et je veux ici remercier à nos côtés le Canada, la Suisse, la Belgique, Monaco, Canada-Québec et Wallonie-Bruxelles pour leur contribution à ce magnifique projet d'information du monde et de partage de notre compréhension commune. Et nous avons aussi la volonté de permettre à de nouveaux partenaires
notamment venus de l'ensemble du continent africain, qui portent la même attention au soutien au journalisme libre et indépendant, de nous rejoindre. Voilà donc pour cette déclaration du président français. À son tour, à la même tribune de la francophonie, la secrétaire générale de l'organisation a déclaré que la francophonie doit être agile et s'adapter rapidement, efficacement et de façon durable aux besoins réels de l'espace francophone pour obtenir les meilleurs résultats. Voici à présent un extrait donc de sa déclaration. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais. Je fais un clin d'œil à mon amie Patricia Scotland, qui est la secrétaire générale du Commonwealth, qui est juste ici devant moi. C'est tout le contraire. C'est une communauté qui promeut la langue française dans la diversité linguistique qui caractérise notre monde aujourd'hui, donc le multilinguisme sur la scène internationale. Et non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine, elle est mondiale. Elle est présente sur les 5 continents, elle est en bien commun aux 88 États et gouvernements. Demain, nous serons plus que 88. C'est une enceinte dynamique, moderne, active, au service de projets concrets de terrain. L'OIF est donc, après 54 ans d'existence, une organisation multilatérale, intergouvernementale, qui a su s'adapter à son temps, consulter, écouter attentivement la jeunesse et les femmes, les 2 cibles principales de nos activités. Retour maintenant à Cotonou, la 19e réunion des ministres et experts chargés des télécommunications, des TIC et de l'économie numérique et des postes des États membres de la CEDEAO s'est tenue vendredi à Cotonou. En prélude à cette session, il y a d'abord la rencontre des experts de la CEDEAO du 2 au 3 octobre dernier. L'objectif de cette réunion du Conseil des ministres des TIC est d'examiner les conclusions et recommandations des travaux des experts en vue de favoriser une économie numérique inclusive au sein de la communauté. Les travaux ont été lancés à Cotonou par la ministre du numérique et de la digitalisation. Le point avec Ouliette Sanoussi. Les ministres chargés des télécommunications, des TIC et de la digitalisation des États membres de la CEDEAO se retrouvent ce vendredi 4 octobre pour leur 19e réunion à Cotonou. Une rencontre stratégique pour la CEDEAO et ses pays membres, dont l'objectif est de favoriser une économie numérique inclusive dans toute la région. Le secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que celui de l'économie numérique, dispose de la capacité de pouvoir remodeler le développement, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement. We have the opportunity today to strengthen our collective efforts to further align our individual national strategies and work together, creating a more digitally inclusive West African sub-region towards a future where all our citizens, regardless of their locations or backgrounds, have access to the transformative powers of digital tools and resources. Au cours de cette session, les ministres des télécommunications de la CEDEAO auront à adopter la stratégie de développement du secteur numérique de la région pour la période 2024-2029, le rapport sur la mise en œuvre du règlement relatif à l'itinérance sur les réseaux publics de communication mobile dans l'espace et les recommandations qui y figurent pour accélérer le rythme de sa mise en œuvre. Ils auront également à valider le rapport numérique 2023 de la CEDEAO ainsi que les mesures de confiance. La stratégie qui nous est soumise vise à faire du numérique un levier de croissance économique et d'inclusion sociale pour notre région. Dans un contexte où chacun de nos pays travaille résolument à son développement numérique et s'illustre par ses réalisations, il reste cependant crucial de repenser nos modes de coopération dans le secteur du numérique et de la poste. Et il est clair qu'une telle stratégie vient donc à point nommé pour nous permettre de créer une synergie communautaire sur des sujets tels que la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité,
les infrastructures transfrontalières et la dématérialisation des services publics, conformément à la vision de nos chefs d'État. Pour la ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin, la présente réunion revêt donc une importance capitale pour les pays de la CEDEAO. À cet effet, une synergie d'action est nécessaire pour relever ce grand défi. Elle formule le vœu que leurs échanges soient fructueux et que les travaux de cette réunion leur permettent d'enrichir le document de stratégie soumis à leur approbation. Toujours dans l'actualité, la Loterie nationale du Bénin fait son entrée à la bourse des valeurs régionales. C'est la première société au Bénin et même donc de la sous-région dans ce secteur de jeu à avoir rempli les formalités requises à être cotée BRVM. Il s'agit d'offres publiques de vente par session de minimum 7 millions d'actions soutenues par l'État au Bénin dans le capital de la Loterie nationale du Bénin, suivie de l'introduction en bourse. Alors, en quoi cette opération est-elle réputée très opportune pour toute personne désireuse d'épargner pour l'avenir? Voici les éléments de réponse. Alors, c'est une offre publique de vente, donc comme son nom l'indique, elle est adressée au grand public. Ça aurait pu être une offre privée, mais elle est publique, donc elle s'adresse à tout le monde, aussi bien personnes physiques comme vous et moi, que personnes morales comme des entreprises. C'est une opportunité d'épargne parce que aujourd'hui, le marché boursier est également un moyen de pouvoir faire de l'épargne. Donc, on a l'opportunité aujourd'hui d'acheter des actions d'une société, de les conserver pendant un certain nombre d'années. Et le fait d'acquérir ces actions nous donne droit à certains avantages. Je dirais déjà, détenir une action, vous êtes copropriétaire d'une société. Donc vous avez un droit de regard sur ce qui se passe dans cette société. Vous vous sentez impliqué. Quand vous voyez dans la ville des publications sur la société, vous pouvez dire avec fierté « Ah, moi j'ai une action de cette société ». Alors donc il y a déjà ça, donc cette appartenance, ce droit qu'on a de dire que nous sommes propriétaires et d'ailleurs qui vous donne un droit de vote au moment de l'Assemblée générale. Donc vous avez droit de voter sur des résolutions et de dire à l'entreprise « je suis d'accord avec ce point, je ne suis pas d'accord avec ce point » par exemple. Ensuite, vous avez le fait de pouvoir acheter une action d'une entreprise qui est porteuse de croissance. Et alors cette évolution positive peut être une plus-value pour vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on lance l'action à 4 800. Les prévisions de la LNB nous laissent voir une très bonne croissance. Donc, si la LNB continue d'afficher cette bonne croissance, le marché sera confortable et le cours pourra évoluer de manière positive. C'est-à-dire, de 4 800, on pourra se retrouver à un montant supérieur. Donc, la différence entre votre prix d'acquisition de 4 800 et où on va se retrouver vous donne une plus-value. Et instrument qui est la monétisation des actifs publics. Monétisation des actifs publics, ça peut être vente de terrain appartenant à l'État, comme vente d'actions d'entreprises publiques. Et c'est dans ce cas de figure-là que nous nous situons aujourd'hui. Il est important de savoir que l'État, tout État, a gagné à faire de la diversification de ses sources de financement. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'introduire aujourd'hui une des plus grandes, je vais dire la plus importante aujourd'hui dans le portefeuille de l'État, qui est la Loterie nationale du Bénin, pour pouvoir déjà mettre en avant cette entreprise sur le marché régional, participer à la dynamique et à la profondeur du marché, mais également recevoir de la ressource pour pouvoir participer aux différents projets du gouvernement. Participer aux différents projets du gouvernement, cette opération permettra également de transformer les épargnes en opportunités en devenant actionnaire à la LNB et vise à promouvoir l'actionnariat public, donc populaire, au profit de tous les citoyens. Voici une fois encore les détails sur cette opération. Si l'année prochaine, la LNB décide de distribuer un montant X comme dividende, si vous avez acheté 100 actions, vous allez multiplier ce montant X par 100 et à ce moment-là, c'est le montant que vous allez recevoir en dividende tout en conservant vos 100 actions. Maintenant, la plus-value dont j'ai parlé, c'est que 100 actions vous fait 480 000 francs. Si les choses se passent telles que prévues, et nous y croyons,
tel que prévu par la LNB, vos 480 000 francs que vous allez avoir à partir du 7 octobre, puisque c'est l'ouverture des souscriptions le 7, pourraient valoir X fois dans quelques temps. Donc ça pourra aller à... Je n'aime pas trop m'avancer sur les chiffres parce qu'on est sur un marché des actions. Donc la valeur du portefeuille pourra aller à 500 000, par exemple, pour ne pas être très ambitieux. Mais je pense bien qu'on ira au-delà. Donc voilà un peu les deux notions de dividende et de plus-value. Alors cette introduction en bourse est censée démarrer le 7 octobre, donc lundi prochain. Alors je ne vais pas dire introduction en bourse, mais je vais plutôt dire l'offre publique de vente. C'est-à-dire que le lancement des ventes des actions démarrera le lundi 7 octobre à travers des souscriptions et est censé s'achever le 25 octobre. Seulement que nous avons déjà de l'engouement venant de beaucoup d'acteurs du marché, donc nous envisageons une clôture par anticipation. J'aimerais inviter tout investisseur, qu'il soit béninois ou étranger, à venir prendre part à la vie et à l'actionnariat de la Loterie nationale du Bénin, qui est une entreprise qui a fait de très très belles performances et qui annonce de belles perspectives. Pour les Béninois, il est clair que cette opération revêt deux intérêts particuliers. D'une part, en étant béninois, on bénéficie des dividendes issus de cette entreprise locale, mais d'autre part, on contribue activement au développement de notre pays. Pour les investisseurs, c'est un moyen de pouvoir diversifier son portefeuille financier et c'est un moyen également de pouvoir s'ouvrir à d'autres entreprises. Il est important pour moi d'insister sur un aspect. Cette opération consiste à faire de l'actionnariat populaire. Donc, cette opération est pour tous les Béninois, sans exception. Qu'on soit commerçant, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit cadre, c'est-à-dire employé, mais qu'on soit agriculteur, soudeur, cette opération s'adresse à tous. Et il est important de le dire parce que c'est pour pouvoir rémunérer l'épargne de toute la population béninoise. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Donc chacun peut venir acquérir ce que sa poche lui permet de prendre. Actualité politique à présent avec cette affaire de tentative de coup d'État au Bénin à la suite des autres partis. Le parti d'opposition, les démocrates, s'est également prononcé sur ce dossier. Les responsables de cette formation politique ont tenu un point de presse jeudi dernier pour dévoiler la position du parti et ses attentes pour des élections apaisées en 2026. L'essentiel de leur déclaration est lu par le porte-parole du parti, Guy Dossou-Mitokbe. Le Parti Les démocrates suit avec une attention soutenue les événements en cours dans notre pays relatifs à l'arrestation et au placement sous mandat de dépôt de messieurs Olivier Bokor, homme d'affaires, et Oswald Omeki, ancien ministre du gouvernement du président Patrice Talon, au motif de complot contre l'autorité de l'État, de corruption, d'agents publics et de blanchiment de capitaux. Au regard de cette situation, encore entourée de mystères, le Parti Les démocrates affirme son attachement inébranlable aux valeurs d'état de droit, de démocratie et de respect des droits humains consacrés par l'historique Conférence nationale de février 1990. En droite ligne de ces valeurs, le parti est attaché au principe de dévolution du pouvoir politique par l'organisation d'élections inclusives, transparentes et crédibles. Il est recommandé aux forces armées béninoises de se déconnecter de la vie politique en vue de respecter scrupuleusement l'engagement qu'elles ont pris à la conférence nationale de rentrer dans les casernes et de s'en tenir à leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national. Autre chose à présent, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé jeudi au lancement officiel des 3e journées scientifiques des sciences de la santé. C'est une initiative de la faculté des sciences de la santé, FSS, dont les travaux sont déroulés au champ de foire de Cotonou. Un thème de cette journée, la FSS face aux défis sanitaires contemporains. Plusieurs activités ont été exécutées au cours de ce rendez-vous scientifique. Le compte rendu est signé Ouliette Sianossi.
Les 3e journées scientifiques des sciences de la santé s'ouvrent ici à la Faculté des sciences de la santé, FSS. Un rendez-vous scientifique de 5 jours qui mobilise divers acteurs du monde sanitaire. Les 3e journées de la FSS constituent un moment privilégié de réflexion, de partage et d'innovation pour notre faculté et pour l'Université d'Abomey-Calavi. Le thème de cette édition, la FSS face aux défis sanitaires contemporains, reflète non seulement les préoccupations actuelles de notre faculté, mais également celles de notre pays et de la communauté internationale. La santé est un domaine en perpétuelle mutation et il est de notre devoir, en tant qu'acteurs académiques et professionnels, de nous adapter, d'innover et de préparer l'avenir avec rigueur et détermination. Ces journées sont une illustration éloquente de notre engagement à contribuer au développement des solutions innovantes face aux défis sanitaires contemporains. Au lancement des travaux, la ministre des Affaires sociales a salué les efforts déployés par la FSS dans l'organisation de ces journées, mais également dans leur contribution au renforcement des capacités des professionnels de santé. Au-delà du thème, la FSS face aux défis sanitaires contemporains, 4 sous-thèmes seront abordés au cours des assises. Les maladies à potentiel épidémique, la collaboration interdisciplinaire, le rôle des pharmaciens dans la promotion de la santé et la qualité de la nutrition. Ces défis sanitaires, ou du moins la riposte à ces défis sanitaires, exigent de nous un appel à la pluridisciplinarité pour mieux les cerner et les lever. C'est donc à juste titre que ces journées scientifiques des sciences de la santé abordent des thématiques qui sont en lien direct avec les missions du ministère des Affaires sociales, car la santé est un pilier fondamental du bien-être social et du développement durable. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ces journées scientifiques, entre autres des consultations médicales foraines gratuites au centre de santé de Lokpodji à Soava, des conférences grand public, des campagnes de dépistage gratuit de l'hypertension artérielle, du diabète, de la drépanocytose et autres maladies. Je ne saurais conclure sans souligner l'importance des partenariats multisectoriels dans la réponse aux défis sanitaires contemporains. Le gouvernement du président Patrice Talon est résolument engagé à soutenir ces collaborations pour assurer une prise en charge globale des problématiques de santé dans notre pays. La conférence inaugurale animée par professeur Abdourahmane a porté sur le rôle de la FSS face aux défis sanitaires. Tout en leur souhaitant d'excellentes réflexions durant ces journées, Véronique Toyifodé encourage les congressistes à participer activement aux discussions. Et ce, pour faire avancer leur compréhension commune des enjeux sanitaires et trouver des solutions adaptées au contexte béninois. Et pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé se veut plus proche des populations à la base. Vendredi, elle a procédé à la mise en service de son sous-bureau pour les départements du Nord Bénin à Parakou. La cérémonie, couplée avec le lancement officiel de la stratégie de coopération pays OMS Bénin 2023-2027, a mobilisé plusieurs acteurs, dont le ministre de la Santé, le représentant de l'OMS au Bénin et la coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. Reportage. 2 événements majeurs célébrés par l'Organisation mondiale de la santé à Parakou ce vendredi 4 octobre 2024. Il s'agit du lancement de la stratégie de coopération entre l'institution onusienne et le Bénin de la période 2023 à 2027 et l'inauguration de son sous-bureau à Parakou pour la couverture des 4 départements du Nord Bénin. La stratégie de coopération 2023-2027 s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises par l'organisation au Bénin et s'articule autour de 4 axes majeurs. Des axes qui incarnent les priorités nationales et les objectifs de développement durable. La stratégie de coopération et l'ouverture du bureau de Parakou représente une avancée majeure dans notre partenariat avec le Bénin. Ensemble, nous avons déjà accompli beaucoup, mais je suis convaincu que ce n'est que le début d'un chemin encore plus ambitieux. En ce sens, le lancement de cette stratégie de coopération de l'OMS et l'inauguration de ce sous-bureau à Parakou s'inscrivent dans une dynamique plus large d'unité d'action où chaque agence contribue à la réalisation des objectifs nationaux
avec une synergie optimale. Ce bureau, en couvrant les 4 départements du nord du Bénin, permettra une intervention plus proche des réalités locales et renforcera notre capacité à répondre de manière plus adaptée et plus efficace aux défis sanitaires spécifiques de ces régions. L'inauguration du sous-bureau de l'OMS à Parakou et le lancement de la stratégie de coopération avec le Bénin témoignent des bonnes relations qui existent entre le Bénin et l'organisation et confirment également l'engagement des deux parties d'améliorer substantiellement les soins de santé aux populations béninoises. La cérémonie de ce jour apporte donc à notre secteur 2 bonnes nouvelles. Le rapprochement de l'appui technique et financier de l'OMS vers le nord du pays, qui certainement permettra d'accélérer les procédures précédemment mises en œuvre depuis Cotonou, et le renforcement de notre capacité de prise en charge des lésions précancéreuses. Le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie à mettre à votre disposition des services de santé de qualité. Je voudrais vous inviter à les utiliser judicieusement. Sachez que plus tôt le problème de santé est détecté, plus grandes sont les chances de guérison et le traitement également en est moins onéreux. La cérémonie a été clôturée par un don de l'OMS à l'État béninois composé de kits d'urgence, de 2 véhicules pick-up, 12 tensiomètres et autres équipements d'une valeur de 95 600 000 francs CFA dans le cadre de l'appui au renforcement de la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité chez vous. On va changer de cap à présent. Premier sujet de discussion, la tentative de coup d'État au Bénin. On va en parler dans un instant avec Gustave Despossono, membre du bureau politique du Bloc républicain. Mais avant, voici Actu sur le net, réalisation Florence Bossa. 1er octobre 2014, 1er octobre 2024. 10 ans déjà que François Minson, journaliste béninois, officiant précédemment à la chaîne de télévision Canal 3, tirait sa révérence. Bon nombre d'internautes n'ont pas manqué de réagir à cette occasion de rappel de la date de décès de notre confrère. Je salue la mémoire d'un journaliste exceptionnel, pétri de talent, que l'on pouvait écouter du matin jusqu'au matin, sans se prendre la tête. Chaque passage de ce monsieur à l'écran était une masterclass. Derrière ce physique pas terrible se manifestait un grand esprit. Il était érudit, cultivé et sûr de son niveau. Ça a été une perte. Des disparitions précoces qui freinent beaucoup de choses. Très éloquent tu étais, très inspiré tu étais. Un homme avec un bagage intellectuel impressionnant tu étais, un journaliste sportif hors pair. Repos éternel, François Minson. À chaque émission de ce tome, je m'assois avec mon agenda pour prendre note des expressions, des mots qu'il fait sortir carrément. C'est le meilleur journaliste commentateur du Bénin. Au Bénin, l'actualité qui agite plus la toile est un nouvel épisode dans l'affaire tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Olivier Boccan et l'ex-ministre des Sports sont placés sous mandat de dépôt, donc envoyés dans les maisons d'arrêt en attendant leur procès. L'audition de ces mises en cause s'est tenue toute la journée de ce mardi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux. Les Béninois suivent avec grand intérêt ce dossier. Les commentaires qui pleuvent depuis l'annonce de cette décision de la Criette de les poursuivre tout en les gardant en détention en sont la preuve. Faisons très attention avec ces accusations graves, avec des condamnations pouvant aller à la réclusion criminelle à perpétuité si leur culpabilité est établie. Aujourd'hui, nos pensées vont au chef de l'État qui fait face à une épreuve douloureuse. La perte d'un ami en dépit des circonstances tragiques est expérience qui ne doit pas être minimisée. Cela nous rappelle à quel point les liens d'amitié peuvent être complexes et parfois fragiles. L'autre sujet qui retient l'attention des internautes cette semaine est le message de Nadia Sabet, la femme de l'artiste ivoirien Ariel Chéné, également chroniqueuse sur la chaîne de télévision nationale de la Côte d'Ivoire.
C'est dans ce mois symbolique que je fais mon retour après une longue bataille. Ce chemin m'a rendue plus forte et résiliente grâce à la force que Jésus m'a donnée. Pour moi, Octobre Rose représente la foi, l'espoir et la victoire sur les épreuves. À toutes celles qui combattent le cancer, je suis des vôtres désormais. Ensemble, nous serons beaucoup plus fortes. Chaque jour nous rapproche de la guérison et ne perdez jamais de vue la lumière au bout du tunnel, car notre force collective peut déplacer des montagnes. Plusieurs internautes ont manifesté leur soutien et amour à l'actrice qui a souffert du cancer à travers diverses publications sur la toile. Enfin, terminons. Longtemps annoncé sur ses réseaux sociaux, l'artiste s'est finalement marié le samedi 28 septembre 2024 en Côte d'Ivoire, en présence d'un parterre de personnalités du monde culturel, sportif et politique, dont les anciens footballeurs internationaux Didier Drogba, Samuel Eto'o, la ministre ivoirienne de la Culture. Hormis ces deux anciennes gloires du football africain, des artistes chanteurs ivoiriens et d'ailleurs ont effectué le déplacement pour être témoins oculaires du mariage. L'on peut citer pêle-mêle ses confrères Serge Beno, Mollard, Debordo Likoufa, Mouloukoukou Didier, Aputu National, Arsenal Didier et bien d'autres. Plusieurs autres visages connus en Côte d'Ivoire et même au-delà, dont Camille Makosso, Eunice Zounon, Ahmed Ouattara, Jules Beko, Willy Dombo y étaient également. Un mariage qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment concernant le choix du couple d'opter pour le régime de la séparation des biens. Certains internautes n'ont pas hésité à accuser Bintou d'être avec Kérosène uniquement pour profiter de sa fortune, tandis que d'autres évoquent le karma des anciennes relations de l'artiste, au cœur de la polémique en raison de son absence au mariage de son artiste Kérosène. Depuis la sortie médiatique du procureur spécial de la Criette, les déclarations de soutien et de condamnation pleuvent dans les champs des partis politiques. La tentative de coup d'État occupe les acteurs politiques en ce moment. Le Bloc républicain a également fait sa déclaration, mais quelle est sa réelle position dans cette affaire? Un membre du bureau politique du parti est avec nous pour nous donner des précisions sur cette déclaration. Monsieur Gustave Depo-Sono, bonjour. Bonjour, M. Boukar. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. La sortie médiatique du Bloc républicain était-elle nécessaire, Monsieur le ministre? La sortie du Bloc républicain par rapport à l'actualité qui est en cours, oui, c'est plus que nécessaire. Et cette sortie, elle est bel bien justifiée. Vous allez constater que l'affaire a commencé au petit matin du mardi 24. Et je crois qu'à moins de 48 heures, le procureur de la République est intervenu. Et en la matière, nous devons respecter nos institutions qui sont incarnées par le président de la République et le procureur spécial. En la matière, le procureur, il faut avouer que le procureur est garant de l'ordre public, représente tout le peuple béninois et poursuit. Le procureur ne condamne pas. Donc c'est à ce titre que, après sa sortie, en analysant les faits graves qui sont relevés par le procureur, le bureau exécutif du Bloc républicain s'est réuni pour condamner fermement cette velléité de prise de pouvoir par les armes. En condamnant, cela ne veut pas dire qu'on prend position pour dire que les personnes qui sont poursuivies sont fautives. Non. Mais le procureur étant représentant du peuple poursuit des personnes qui sont soupçonnées. C'est à ce titre que le Bloc républicain est intervenu pour condamner l'acte, réaffirmer sa position par rapport aux valeurs démocratiques et à l'ordre constitutionnel, et apporte également son soutien indéfectible au président de la République, au gouvernement et à toutes les institutions. Parce que le problème n'est pas de savoir
est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences, on verra plus tard, parce que si, et normalement, tout citoyen, après la sortie du procureur de la République, devrait réagir vivement comme le bloc républicain. Je dis bien tout citoyen, parce que le procureur représente chacun de nous. Et si je le dis, c'est parce que les conséquences sont lourdes. Les investisseurs, par exemple, ne veulent pas savoir si c'est juste ou pas. Peut-être que le pays attendait des choses dans les heures qui viennent, mais le simple fait que on dit tentative, complot, tout ce que vous pouvez entendre, ça va faire qu'il y aura des on a dit tentative, hein? Eh bien, il y a une requalification. Oui. Il y a une requalification. Oui. Mais je dis que je m'étonne et il faudrait qu'on protège nos institutions parce que demain, ce n'est pas une bonne éducation que nous sommes en train de léguer à la jeunesse. Dans un premier temps, j'ai constaté que tout le monde s'est attaqué au procureur de la République. Tout comme si le procureur condamne. Non. Ce sont les juges qui condamnent. Mais en toutes circonstances, c'est le procureur qui est garant des libertés, des acquis démocratiques et autres, poursuit les individus qui sont soupçonnés. Il poursuit, ne condamne pas. Il va même plaider et défendre pour que si les gens sont coupables ou pas, et c'est la justice qui va... Et la plupart du temps, vous allez constater que dans les décisions de justice, les juges ne suivent pas forcément les réquisitoires du procureur. Tout à fait. Quel est le contenu du message du bloc républicain porté au public, justement? Non, le contenu, c'est ça que je viens de dire. Un, c'est la condamnation. Oui. Et pour tout individu, il faut condamner fermement. Deux, le bloc républicain a réaffirmé son attachement aux valeurs démocratiques. Trois, le bloc républicain apporte son soutien indéfectible au président de la République. Et quand nous disons président de la République, ne voyez pas la personne du chef de l'État qui est là. C'est une institution. Au gouvernement, aux institutions, et décourage, le bloc républicain décourage toute initiative de prise de pouvoir par la force. Le bloc républicain a également salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui n'ont pas certainement cédé, parce que si c'était vrai et qu'ils avaient cédé, peut-être que vous et moi ne serons pas sur ce plateau et en train d'être... Certainement. Oui, c'est un peu la position du D'accord. Quelle relation le bloc républicain a-t-il avec l'homme d'affaires proche donc, du chef de l'État Patrice Talon? Je parle de Olivier Bokor. Non, mais tout le monde sait que... Est-il membre de votre parti? Non, officiellement, je n'ai pas vu la carte de membre la carte de membre que le monsieur Olivier Bokor est membre du parti Bloc républicain. Je ne peux pas l'affirmer et je ne peux pas non plus, je ne peux pas confirmer ni infirmer. Deuxième chose, tout le monde sait que Olivier Bokor, c'est l'ami personnel du chef de l'État. Et nous savons tous que le lien entre ces deux personnages, ils sont intimement liés. C'est au-delà même de l'amitié. C'est ce que je peux dire. D'accord. D'accord. En termes de lien. Oui. C'est tellement que, on va dire, les responsables au plus haut niveau donc du bloc républicain échangent avec lui, reçoivent peut-être ses soutiens, ses orientations en fonction donc, de ce que le chef de l'État lui demande. Est-ce que vous n'avez pas ces éléments? Non, vous savez, pour tout chef de l'État a des personnages dans son entourage qui gèrent certaines affaires qui ne sont pas forcément officielles. Et je crois que c'est à ce titre que M. Olivier Bokor est aux côtés du président de la République pratiquement. Et toutes les fois où vous voyez les deux, ils sont toujours ensemble, pratiquement. Et ils jouent ce rôle. Mais Olivier Bokor n'intervient pas directement dans les structures du parti. Notre parti, c'est le président Abdoulaye Biot Chane, le ministre d'État,
en charge de la coordination de l'action gouvernementale. Et il est entouré par 6 autres vice-présidents. Après le bureau, vous avez maintenant le secrétariat exécutif. C'est l'organigramme de... C'est l'organigramme. D'accord. Alors, la tentative de coup d'État, ce n'est pas nouveau sous nos cieux. On a connu ce même scénario sous le régime de l'ancien président Boni Yayi. Et le principal mis en cause, justement, c'était l'actuel président, donc Patrice Talon. Est-ce que c'est l'histoire qui se répète? Bon, on peut dire que c'est... Est-ce qu'on va dire l'histoire se répète ou l'histoire ne se répète pas? Dans tous les cas, c'est que il faudrait que ce mot tentative, coup d'État, complot contre sûreté de l'État, dès qu'on entend qu'il y ait réprobation et qu'on condamne de façon ferme, on ne veut même pas savoir si c'est fondé ou pas. Parce que ces mots sont déjà bannis de notre vocabulaire depuis l'historique conférence nationale de février 1990. Donc c'est pourquoi on s'étonne encore qu'il y ait ces velléités qui animent encore certaines personnes dans la République. Donc je ne veux pas dire que c'est l'histoire qui se répète, mais je sais qu'en politique, tout est possible. Tout est possible. Et généralement, rien n'est acquis de façon définitive. C'est pourquoi nous devons travailler pour la paix et consolider les acquis démocratiques. Et c'est à ça que le Bloc républicain appelle. Et c'est pour ça que le Bloc républicain demande que tout citoyen doit condamner. Condamner ne veut pas dire que nous rendons fautifs les personnes qui sont soupçonnées aujourd'hui. La condamnation vient du fait que le procureur de la République, au vu des éléments qu'il a à l'instant T, et c'est des éléments qui sont bruts, parce qu'il n'a pas tamisé, et nous louons le professionnalisme du procureur de la République, parce que il aurait pu attendre un peu longtemps et laisser le peuple béninois un peu dans les mois et puis dans l'incertitude. Mais il a été très prompt, 48 heures après, il s'est prononcé. Et ça, c'est un acquis. Et c'est pourquoi je dis que peut-être nous n'avons pas suffisamment expliqué le rôle d'un procureur de la République. Et je souhaite que les professionnels de la presse vous y contribuez. Oui. Non, toutes les décharges que le procureur a eues pour cette affaire, et je suis tout le temps peiné quand j'entends. Non, il ne condamne personne. Il n'a condamné personne. Lui, il poursuit. Si on sort là maintenant... On sait qu'il y a un procès, une date qui va être fixée pour le procès, ce sont les juges, donc ils vont décider du sort des mises en cause. Bien sûr. D'accord. Quelles pourraient être les éventuelles conséquences de cette affaire sur la vie politique du Bénin? Nous sommes à quelques mois des élections générales. La vie politique, ça ne m'inquiète pas trop, parce que les choses vont se stabiliser une fois que... Et si tentative il y a déjà une maîtrise, ça veut dire que la situation est déjà sous contrôle. Donc en matière sur la vie politique, ça ne me pose plus de problème. Ce qui me pose de problème est par rapport à la situation économique du pays. Là maintenant, si vraiment nous avons par exemple des entreprises qui sont cotées en bourse, c'est sûr que lundi, déjà leur situation va se dégrader. Et c'est des choses qu'on ne perçoit pas tout de suite. Et c'est des conséquences sur l'économie. Les investisseurs qui s'apprêtaient certainement à nous appuyer d'une manière ou d'une autre, parce que n'oubliez pas que nous sommes en train d'essayer à mettre en place le système d'industrialisation pour pouvoir soutenir notre croissance et aller rapidement vers le développement. Donc, tout ça aujourd'hui, ça va freiner fortement. Et vous comprenez que si les investisseurs ont commencé par avoir peur et font de réticence, actuellement on est quand même bien coté. Mais je suis convaincu que les moments que nous traversons, que ce soit, eux ne veulent pas savoir si c'est vrai, c'est faux. Le simple fait que ce mot est prononcé, ça fait peur. Ça fait peur, oui. Et c'est pourquoi il faut
condamner. D'accord. L'Union progressiste, le Renouveau, a également fait sa déclaration. C'est un parti, on va dire, de la même famille présidentielle, hein, oui, qui soutient également le chef de l'État. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans la déclaration de ce parti? Bien sûr, on se retrouve dans la déclaration du parti, sauf que j'ai eu un peu l'impression que le parti dénonce, comme s'il n'y a pas... on note un peu de frissure au niveau des membres par rapport à cette situation, alors que le moment c'est à l'unité. Et c'est en cela que j'appelle non seulement les membres de l'Union progressiste à l'unité, mais tout le peuple béninois. Et comme je l'ai dit, les conséquences ne sont pas seulement le président de la République. Et quand on dit président de la République, c'est l'institution, c'est tout le pays. Les conséquences économiques dont je parle, ça va se faire sentir à tous les niveaux, qu'on soit opposant ou mouvancé. On sait que Oswald Omeki, l'un des mis en cause, est membre officiellement de l'Union progressiste, le Renouveau. Dans la déclaration, on a l'impression qu'il y a un sentiment de rejet, d'un membre qui se retrouve en difficulté. Est-ce que vous avez eu la même lecture? Dans leur premier communiqué, oui, j'ai eu pratiquement la même lecture, et c'est tout à fait normal parce que tout parti politique, comme je l'ai dit, épris de paix et de liberté, aspirant à construire véritablement fondé sur les bases démocratiques et compte tenu des réformes qui sont en cours, où nous luttons pour pouvoir mettre en place un système partisan, avoir des partis nationaux, avoir des partis nationaux et représentatifs. C'est inimaginable qu'on puisse se dire que dans notre propre famille, qu'il y ait des gens qui ont ces idées, ces velléités éventuellement. Pour le moment, il est présumé innocent, comme je l'ai dit. C'est au vu des faits que le procureur a décidé de le poursuivre. On verra par la suite les forces des arguments des avocats et autres et des éléments de preuve que le procureur détient, s'il est vraiment fautif ou non. Mais s'il est fautif, c'est normal que son parti puisse véritablement ne soit pas totalement d'accord avec lui. D'accord. Alors, les démocrates, un parti d'opposition, a fait également sa déclaration. Avez-vous pris connaissance de cette déclaration? Oui, j'ai pris connaissance avec cette déclaration et puis je suis un peu peiné. Je suis un peu peiné parce que, comme je le dis tout à l'heure, dans leur déclaration, c'est comme si, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais dans le même temps, s'il n'y a rien, ça veut dire que vous ne pouvez pas trouver des causes sur la base de ce qui n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? S'ils pensent que, c'est du bluff, dans le même temps, ils ne commencent pas à énumérer les causes probables. On n'a pas encore, les juges n'ont pas encore statué. Donc nous ne pouvons pas encore dire formellement qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Mais j'ai dit, 1, le procureur poursuit. 2, le simple fait qu'on chuchote qu'il y a complot, tentative, n'importe quoi, c'est que ça a des conséquences désastreuses sur le pays, qu'on soit opposant ou pas. Donc j'aurais beaucoup plus aimé que, puisque dans leur communiqué, ils sont revenus sur les mêmes choses, habituellement. Donc, ils sont dans les revendications qui sont toujours standards. Lesquelles organiser l'assise nationale, un peu plus de ci, un peu plus de ça, etc. Donc, en tout cas, je suis gêné. Ça En quoi est-ce que vous êtes gêné? Qu'est-ce qui vous gêne dans cette... Chaque parti politique est dans ils sont libres, ils sont dans leur rôle. Voilà, ils sont dans leur rôle. C'est parce que vous m'avez posé la question sur d'apprécier. Donc, c'est pourquoi je dis que personnellement, je n'approuve pas. Je n'approuve pas la position du moment où les conséquences n'est pas une personne. Oui, les conséquences, que ce soit vrai ou faux, n'est pas une personne actuellement. D'accord. Oui. D'accord. Quel est le message, on va dire, d'apaisement du bloc républicain à l'endroit de ses militants et du public en général? Bon, nous souhaitons vivement que
autour de cet événement, que nous soyons beaucoup plus unis et que nous condamnons fermement toute velléité de prise de pouvoir par la force et qu'on réitère nos attachements par rapport aux valeurs démocratiques issues de notre conférence nationale. Et nous faisons confiance à la justice. Et comme je le dis, et je continue de le dire, le procureur de la République est dans son rôle. Vouloir le condamner tout de suite, c'est comme si on est en train de lui dénier ce rôle-là. Il ne condamne pas, il poursuit à la place du peuple béninois et il défend les intérêts du peuple béninois. Il appartient maintenant au juge d'apprécier les éléments de preuve que le procureur de la République mettra à la disposition de la justice pour apprécier, condamner ou inculper ou libérer les mises en cause. Et on souhaite vivement que cette situation soit rapidement rangée le plus tôt possible, qu'on puisse connaître l'issue de cette situation. D'accord. Merci à vous, M. Gustave Depossonon, membre du bureau politique du parti et bloc républicain. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va parler d'autre chose à présent. Pour ceux qui occupent l'emprise des lignes électriques haute tension, sachez qu'il y a de gros risques et aussi des sanctions. Nous allons en parler dans quelques secondes avec le chef département santé et sécurité de la SBEE. C'est 57 ans de succès, de joie et de surprise. Un nom qui a traversé les âges, symbole de rêve et de richesse. Non mais papy, t'étais trop fort. Wow. La Loterie nationale du Bénin nous a toujours fait vibrer. Aujourd'hui, l'État du Bénin veut posséder une partie de ses actions à travers une offre publique de vente. Acheter des actions de la Loterie nationale du Bénin et devenir acteur du succès. Cette opération est autorisée par l'AMF sous le numéro de visa OA-24-01. Prix de l'action, 4 800 francs CFA. Souscription du 7 au 25 octobre auprès des sociétés de gestion et d'intermédiation de la zone UEMOA avec possibilité de clôture anticipée. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit, donc jeudi dernier? Que le président de la République aussi était dans le marché de Porto Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il dans avec béa, oui, ouais, dans ton. Gozi village, boa, couton, sans tanga. Retour sur le plateau du grand format. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas stable en ce moment, vous avez la possibilité de nous suivre en direct à travers votre smartphone sur le www.canal3television.com. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission avec le deuxième invité qui vient de s'installer, M. Simeon Ahouissou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes chef département santé sécurité à la SBE. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, quand on parle d'une ligne électrique à haute tension, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais si vous permettez, je voudrais pouvoir rectifier un tout petit peu mon titre. C'est plutôt chef département sécurité au travail et environnement à la SPE. Alors donc, pour revenir à votre question, on n'entend pas ligne électrique à haute tension, une installation électrique qui permet de transporter de l'énergie électrique sur des distances relativement importantes depuis sa source de production jusqu'au point de sa consommation. Et je voudrais ajouter que cette installation électrique-là peut être aérienne,
Et ça, c'est ce que nous observons un peu partout dans nos différentes villes. Mais elle peut être également souterraine, passer dans le sol, sous le sol, et elle peut être aussi sous-marine. Donc voilà un peu globalement ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, d'une ligne électrique. Et quand on parle d'emprise des lignes électriques à haute tension, que peut-on comprendre? Alors une emprise de ligne électrique à haute tension, c'est tout simplement une bande du terrain consacrée à l'installation, à l'exploitation et à la maintenance des lignes électriques à haute tension. Et si vous voulez, pour me faire plus simple, je dirais que c'est le couloir réservé au passage donc des lignes électriques à haute tension. Et là également, je voudrais ajouter que la largeur des emprises des lignes électriques à haute tension varie en fonction du niveau de tension que la ligne transporte. Donc voilà un tout petit peu. D'accord. Quelles sont les deux catégories, on va dire ça, comme ça, des lignes électriques à haute tension? Ok, merci beaucoup. C'est une très belle question. En fait, il faut dire qu'au Bénin, nous disposons de deux grandes catégories effectivement de lignes électriques à haute tension. Nous avons des lignes électriques à haute tension de catégorie A, communément appelées HTA, et des lignes électriques à haute tension de catégorie B, communément appelées HTB. Alors, la différence que vous pouvez observer au niveau de ces deux catégories de lignes se trouve à deux niveaux. Oui. Le premier niveau de différence se trouve au niveau donc, des aspects visibles que vous pouvez observer sur ces lignes-là. Lorsque je prends les HTA, par exemple, vous les reconnaîtrez généralement par trois câbles nœuds qui sont installés sur soit des poteaux, sur des supports en béton, d'accord, ou sur des supports en bois, ou sur des supports métalliques. Mais il peut arriver que vous les retrouvez également sur des supports treillis de petite taille. Je veux parler donc des pylônes de petite taille. Et quant au HTB, vous les reconnaîtrez par un multiple de câbles nœuds, donc plusieurs câbles nœuds, qui sont installés soit sur des pylônes de grande taille, ou soit sur des supports en béton de grande taille. Alors, et ça donc c'est le premier niveau de différence. Le second niveau de différence se trouve au niveau donc des différents niveaux de tension. Vous vous excusez du peu la répétition, donc des différents niveaux de tension que ces lignes la transportent. Et quand vous prenez en règle générale les HTB en fait, ils transportent de l'énergie électrique à des niveaux de tension beaucoup plus élevés que ceux que les lignes HTA transportent. Et pour me faire un peu plus détaillé, je dirais qu'au Bénin, par exemple, en HTA, nous avons des lignes de 15 000 volts, de 20 000 volts et de 33 000 volts, qui sont en fait des lignes de distribution urbaine et interurbaine. Et en HTB, nous avons des lignes de 330 000 volts, qui sont des lignes d'interconnexion entre le Nigeria et le Bénin, et entre le Ghana et le Bénin. Et ensuite, vous avez également des lignes de 161 000 volts et des lignes de 63 000 volts, qui sont des lignes donc, de transport national. Donc, globalement, voilà les deux grandes différences que vous pouvez faire entre ces deux catégories de lignes électriques à haute tension. D'accord, on constate souvent l'occupation des emprises, des lignes électriques à haute tension. Est-ce qu'il y a de risques là? Ah ben oui, il y a de grands risques. En fait, le risque majeur, il y en a plein, il y en a plein, mais on va parler du risque majeur, c'est l'électrocution. Et entendez par là la mort causée par le courant électrique. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque vous demeurez dans les emprises des lignes électriques à haute tension, il va arriver à un moment donné où, de façon accidentelle, vous rentrez en contact, soit avec des conducteurs aériens sous tension, ou directement peut-être parce qu'il y a eu un phénomène qui rapproche les lignes, et donc vous êtes électrocuté. Et c'est justement pour éviter ces accidents que nous déconseillons vivement aux populations de s'installer dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Alors, si vous me permettez, je vais vous faire une caricature, monsieur le journaliste. Vous voyez la chaussée. Je vais parler du goudron. Alors, la chaussée, elle est faite pour la circulation des véhicules. Donc, si parce que vous voulez donner de la visibilité à vos produits, parce que vous êtes commerçant, vous allez vous installer avec votre étalage sur la chaussée. Bon, excusez-moi du peu, mais on dira de vous que vous êtes fou, parce que là, vous risquez de vous faire tuer. C'est exactement la même chose avec les lignes électriques à haute tension. J'ai dit tout à l'heure que les emprises des lignes électriques à haute tension sont des couloirs réservés au passage de ces lignes-là, qui transportent de l'énergie électrique à des niveaux de tension extrêmement élevés. Je voudrais rappeler que la tension électrique qui est capable de tuer un être humain adulte est de 50 volts. Alors qu'ici, nous parlons des lignes qui transportent de l'énergie à des niveaux de tension de 15 000 volts, de 20 000 volts et de 33 000 volts. Donc vous voyez que si pas extraordinaire, vous venez à rentrer en contact avec ces lignes-là, c'est que c'est foutu, vous êtes mort. Donc c'est pourquoi, une fois encore, je répète, je le dis, j'insiste dessus,
il est vraiment suicidaire de s'installer dans les emprises des lignes électriques à haute tension. D'accord. Pour ceux qui travaillent près donc, de ces lignes électriques, quelles sont les mesures de sécurité à respecter? Merci. Si vous êtes un artisan, par exemple, et que vous devez réaliser une immobilisation au voisinage des lignes électriques à haute tension, voilà ce que vous devez faire. Premièrement, demandez à votre client de vous présenter son permis de construire. Et s'il arrive à vous présenter son permis de construire, cela voudra dire que la distance minimale d'approche qui doit exister entre l'édifice et la ligne est prise en compte. Et donc pour vous, c'est un premier niveau de garantie. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez nécessairement appeler le responsable du centre technique de la SBE territorialement compétent. Cela voudra dire quoi? Nous sommes ici à Cotonou. Si votre chantier se trouve ici à Cotonou, que vous devez réaliser cette infrastructure-là, vous devez contacter, j'allais dire, le responsable du centre technique SBE de Cotonou, afin qu'il puisse se déplacer sur votre chantier et vous aider en matière donc, de sécurité électrique. Parce que ce qu'il faudrait retenir, c'est que la plupart des ouvriers que nous observons sur des chantiers qui se trouvent au voisinage donc, des lignes électriques en haute tension ne disposent d'aucune information sur la sécurité électrique. Et généralement, vous voyez qu'ils installent des échafaudages dans l'emprise du réseau, et ce qui réduit drastiquement la distance de sécurité qui devait exister entre eux et la ligne. Ensuite, vous les voyez transporter donc, du matériel métallique sur ces échafaudages-là. C'est carrément suicidaire, quoi. Donc c'est pourquoi il est vraiment important pour que, en deuxième point, le responsable de ce chantier puisse contacter la SPE afin que la SPE puisse l'appuyer en matière de sécurité électrique. Et en dernière position, il faudrait que ce responsable de chantier puisse doter et exiger de ses ouvriers le port des équipements de protection individuelle que nous appelons EPI. Ce sont des casques, des tenues de travail, des chaussures de sécurité, des gants. Et là encore, la SBE pourra aider à sensibiliser les ouvriers sur leur bonne utilisation. Alors au Bénin, il y a des dispositions qui encadrent le réseau électrique à haute tension. Pouvez-vous nous rappeler quelques-unes des principales dispositions? Alors, il faut savoir que effectivement notre pays dispose d'un national législatif et réglementaire qui encadre le réseau électrique à haute tension. Alors, la première disposition concerne la loi numéro 220-05 du 1er avril 2020 portant code de l'électricité en République du Bénin. Et si vous me permettez, je vais vous lire quelques petits bouts qui en fait dressent la liste des interdictions qu'on ne doit pas observer, n'est-ce pas, vis-à-vis du réseau. Quand je prends par exemple l'article 58 alinéa 3, 4e de cette loi-là, il stipule que l'opérateur en charge du transport ou de la distribution de l'énergie électrique a le droit de couper les branches d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Cela voudra dire concrètement qu'il est interdit de planter des arbres dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Parce que si vous le faites et que l'arbre commence pas à se développer, cette disposition donne l'autorisation à la SBE de couper ce arbre-là. Il peut même arriver que vous soyez au voisin de la ligne, vous plantez un arbre devant votre maison pour l'embellir et que cet arbre ne se trouve pas forcément dans l'emprise du réseau. Mais lorsque cet arbre va commencer par se développer et qu'il va commencer par pousser des branches, j'allais dire, qui sont suffisamment longues pour rentrer dans le réseau, eh bien, la SBE a toujours le droit de les couper. Et il en est de même, par exemple, pour des arbres qui sont toujours hors de l'emprise, mais qui, de par leur hauteur, surplombent le réseau. Et là également, la SBE a le droit donc de les couper. Alors, lorsque je laisse cet article, et vous me permettez, au niveau de, je prends l'article 59, 3e tiret de la même loi, il dit qu'il est interdit à toute personne étrangère au service de production, de transport ou de distribution d'obstruer les accès aux ouvrages de distribution publique. Et ça, j'ai parlé tout à l'heure des échafaudages que nous retrouvons dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Ce n'est pas bon, la loi l'interdit. Et enfin, vous avez le 5e tiret du même article qui dit qu'il est interdit, n'est-ce pas, d'occuper de quelque manière que ce soit les emprises des ouvrages du réseau de transport ou de distribution. Et là, de quoi il s'agit? C'est nos mamans qui déposent leur étalage sous les lignes, c'est nos frères qui commercialisent donc de l'essence communément appelée Bayor, qui déposent ça dans les emprises. Et c'est toutes ces mauvaises pratiques-là, n'est-ce pas, que la loi interdit. C'est également nos commerçants, nos mamans qui vendent donc à manger et qui déposent leur étalage sous les emprises. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il ne faut pas faire. Alors à part ça, nous avons l'arrêté interministériel numéro 14 du 4 novembre 2020
portant délimitation des emprises au droit de passage au couloir d'exclusion des lignes aériennes au Bénin, qui fixe les largeurs des emprises des lignes électriques à haute tension. Et quand je prends par exemple les lignes HTA, qui nous concernent nous à la SPE, lorsque nous sommes en milieu urbain, quel que soit le niveau de tension que la ligne transporte, que ce soit du 15 000 volts, du 20 000 volts ou du 33 000 volts, la largeur de l'emprise est de 4 mètres. Ça voudra dire qu'il faudrait observer 2 mètres de part et d'autre de l'axe de la ligne. Mais quand nous sommes en rase campagne, il est conseillé que l'emprise soit suffisamment dégagée pour permettre à la SBE d'accéder aux ouvrages en cas de dépannage. D'accord. Quelles sont les sanctions pour l'occupation, les actions prévues pour l'occupation illégale des emprises électriques? Alors, les sanctions, je pense qu'il reviendra au juge d'en décider parce que bientôt nous allons commencer justement par porter plainte contre les occupants de nos emprises. Et quand nous le ferons, nous, on restera derrière, on verra les sanctions que le juge prendra. Et que conseillez-vous aux entreprises de construction qui opèrent près justement donc des infrastructures électriques? Oui, non, c'est pareil, hein, c'est comme ce que je venais de dire pour quelqu'un qui gagne un chantier qui doit exécuter au voisinage dans des lignes électriques. J'ai parlé de 3 mesures, donc ça va dans le même sens. Donc s'il se conforme à cela, je pense qu'il pourra réaliser ses activités en toute sécurité. Alors comment la SBE, on va dire, gère les cas d'obstruction des accès aux ouvrages de distribution publique? Alors j'avoue que c'est très compliqué, monsieur le journaliste, c'est vraiment très compliqué. Parce que déjà, je voudrais rappeler que les cas d'obstruction dont nous parlons ici concernent toutes les mauvaises pratiques dont je viens de parler, les bonnes dames qui s'installent sous les emprises, les vendeurs de bailleurs et toutes ces choses que nous voyons dans nos grandes villes. C'est tous ces cas-là qui constituent des cas d'obstruction, n'est-ce pas, des emprises des lignes électriques à haute tension. Bon, maintenant, lorsque nous rencontrons ces cas, lorsque nous les rencontrons, nous prenons le temps de les sensibiliser, de sensibiliser les populations sur les dangers auxquels elles s'exposent en demeurant dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Parfois, je vous avoue que nous nous retrouvons dans l'obligation d'abandonner des urgences professionnelles pour descendre sur le terrain, pour aller à la rencontre de ces populations-là, pour leur expliquer tout ça, au fin de protéger leur vie. Mais l'autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'au même moment, ces cas d'obstruction dans des emprises des lignes électriques à haute tension retardent nos interventions sur le réseau lorsque nous devons effectuer des travaux de dépannage, parce que nous accédons difficilement aux ouvrages à cause de ces cas d'obstruction-là. Donc c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour que les occupants de nos emprises puissent se conformer à la législation en vigueur sur le code de l'électricité en décolonisant ces couloirs-là. Parce que si nous devons continuer à travailler dans ces conditions, ça va être vraiment très difficile. Et pour signaler une situation dangereuse à proximité d'une ligne électrique, quels sont les numéros d'urgence à contacter? Merci, monsieur le journaliste. La SPE dispose d'un numéro vert, c'est le 7302, et qui est complètement gratuit pour l'appelant. Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsque vous appelez ce numéro, il y aura toujours de l'autre côté du fil un collègue qui pourra enregistrer votre plainte ou votre observation d'anomalie sur le réseau et la fera suivre pour qu'une action prompte soit prise derrière. D'accord, on va finir très rapidement avec votre message à l'endroit de la population. Chers compatriotes, je voudrais maintenant m'adresser à vous. Je vous exhorte à fuir les emprises des lignes électriques à haute tension pour votre propre sécurité. L'électricité, ce n'est plus un luxe aujourd'hui, c'est vrai. C'est plutôt un bien de première nécessité. Mais l'électricité peut être également à l'origine des accidents les plus graves, pouvant entraîner la mort. Et donc, pour votre propre sécurité, une fois de plus, je voudrais vous prier de ne pas vous installer dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Je voudrais vous prier de ne pas planter des arbres dans les emprises des lignes électriques à haute tension. Et je voudrais vous demander de ne jamais entreprendre des travaux de construction ou de coupe d'arbres au voisinage des lignes sans l'assistance de la SPE. Et enfin, si vous êtes témoin d'une situation dangereuse sur le réseau, composez le 7302 pour en informer la SPE. Je vous remercie. D'accord. Merci à vous, M. Siméon Ahuissou. C'est moi. Merci pour ce message et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à suivre la revue de presse hebdomadaire de Asiongbon Kani Asiongbon. Et juste derrière, c'est l'invité média qui va s'installer pour le décryptage de l'actualité nationale. Ce dimanche, c'est Stéphane Akinhosso qui est avec nous. Il est analyste politique et rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Voici la revue hebdo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire.
Fraternité a rapporté qu'à la tribune des Nations Unies, lors de la 79e session de l'Assemblée nationale et dans un discours sans langue de bois, le Bénin s'est clairement positionné contre la crise entretenue et soutenue au Sahel avec comme corollaire la montée du terrorisme dans la sous-région. D'ailleurs, il ne peut en être autrement, car tous les pays en Afrique de l'Ouest, qu'ils soient du côté des Occidentaux ou du bloc du Sud global, sont liés par l'histoire et subissent, quelle que soit leur position, les affres de cette lutte géopolitique et géostratégique. Face à cette réalité, le gouvernement du président Talon porte un idéal et veut qu'il soit le mieux partagé non seulement dans le Sahel, mais aussi par les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, à l'instar du Bénin. Ainsi, de par la voix du ministre Bakary, le Bénin souligne, citation, « Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement envers l'unité africaine. Plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, nous avons la responsabilité historique de préserver la fraternité séculaire qui unit nos peuples. » Fin de citation. L'autre quotidien relatait un autre point et écrivait que pendant 2 siècles, hommes, femmes et enfants ont été capturés, enchaînés et embarqués sur des navires principalement destinés à ce qui allait devenir les États-Unis, le Brésil et les Caraïbes. Nos frères et sœurs de la diaspora déracinés de force pendant les jours sombres de la traite transatlantique des esclaves doivent retrouver leur place au sein de la communauté africaine, a déclaré à New York le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakary lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Bénin a fait face à son histoire d'esclaves ces dernières années en construisant des musées et des sites commémoratifs, mais c'est un passé compliqué. Les commerçants européens achetaient des captifs à des intermédiaires africains dans ce qui était alors connu sous le nom de royaume du Dahomey. En reconnaissant leur droit au retour, nous leur disons « Vous n'avez jamais cessé d'appartenir à cette terre », a déclaré Bakary. Libération de parler de la remarquable participation du Bénin à New York. Et puis l'autre quotidien pointait que dans l'affaire tentative de coup d'État, auditionnée durant de longues heures mardi, par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les personnes présumées auteurs de la tentative de coup d'État révélées au public le 24 septembre dernier ont connu des fortunes diverses. Olivier Boko et l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Le commandant de la garde présidentielle, Dieudonné Tevoyere, serait reparti libre de ses mouvements. Pour sa part, Fraternité parlait de complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux. Tels sont les chefs d'inculpation retenus contre Olivier Boko, ami au chef de l'État et Oswald Omeki, ex-ministre des Sports. Mardi, ces mises en cause ont été présentées devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ceci avec un dispositif sécuritaire hautement renforcé autour du tribunal. Venus dans 2 véhicules différents un peu avant 8 heures, les présumés accusés ont finalement quitté les locaux de la Criette en fin d'après-midi. Ainsi, l'audition s'est tenue loin de tout regard, selon le journal. La Nouvelle Tribune estimait que le dossier tentative de coup d'État comporte encore beaucoup de zones d'ombre qui méritent d'être éclairées pour une meilleure compréhension des Béninois. Et c'est normal puisqu'il s'agit d'une affaire en instruction, fait observer le journal. Et pour l'événement précis rapportant des révélations du procureur spécial de la Criette, Talon échappe à un coup d'État. Et les soutiens au chef de l'État n'ont pas manqué, comme l'indiquait Fraternité. Le groupe parlementaire Bloc républicain a réagi quelques jours après la nouvelle de la tentative de coup d'État. Dans une déclaration, les députés du Bloc condamnent l'acte et s'insurgent contre toute remise en cause de l'ordre constitutionnel. Ils expriment par ailleurs leur soutien indéfectible et sans faille au chef de l'État, aux institutions de la République, au président Patrice Talon, chef de la mouvance présidentielle. Le groupe parlementaire Bloc républicain invite le peuple béninois à continuer de faire confiance aux institutions de la République et à vaquer à ses occupations traditionnelles. Dans la suite, la nation indiquait que le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement
s'est prononcé sur la cession annoncée des premiers logements sociaux et économiques. Wilfried Léandre Ngbeji a indiqué que les derniers réglages se font pour que cette opération démarre. Des centaines de logements économiques et sociaux construits dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement seront cédés à ceux qui le souhaitent dans les prochains jours. Selon Wilfried Léandre Ngbeji, la première étape a consisté en ce que les personnes désireuses d'acquérir ces locaux postulent. Ainsi, celles qui auront un avis favorable recevront la clé pour intégrer les logements. À Wedo, environ 11 000 logements sont construits, dont une partie sera mise en vente. Parlons d'agriculture avec Bénin Intelligent, qui indiquait que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a présenté le jeudi 3 octobre, lors d'une émission diffusée sur la télévision nationale, les performances réalisées dans son secteur. Ces 8 dernières années, les filières agricoles ont connu une augmentation des productions avec des plans de développement ambitieux. Par exemple, le Bénin était à moins de 1,3 million de tonnes de maïs en 2016, mais en 2023, le pays est à 1,8 million de tonnes, soit une amélioration de 34%. Cette production suffit pour couvrir nos besoins internes actuels qui sont de l'ordre d'1 million de tonnes. Donc le maïs ne devrait pas coûter cher si une bonne partie de la production ne sort pas du pays, a souligné le ministre Gaston Dossoui, indexant un phénomène récurrent qui fait exploser les prix. La production du soja est aussi en pleine progression, passant de 140 000 tonnes en 2016 à plus de 422 000 tonnes en 2022, soit 3 fois le niveau d'avant. Et toujours dans le domaine agricole, l'autre quotidien rapportait que le Conseil national des transformateurs du cajou du Bénin et l'Association béninoise des transformateurs de soja, 2 associations dans 2 des plus importantes filières agricoles au Bénin, ont tenu de façon distincte leur assemblée générale et ont élu leurs représentants. L'objectif, c'est de mieux organiser les filières liées au soja et au cajou afin de mieux jouir de leurs droits et aussi d'accéder aux exigences des dispositions légales en vigueur. Le matinal mettait en exergue les propos du président de la Chambre nationale d'agriculture, Herman Imali Djetta, qui s'est réjoui de la tenue des assemblées électives qui marquent l'aboutissement du processus d'accompagnement de 2 filières agricoles que sont le cajou et le soja. Quant au représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Abdel Rachid Noum, il s'agit d'événements heureux. Dans un contexte parlementaire, Bénin Intelligent rapportait que le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavounou, était le mardi 1er octobre au Togo dans le cadre de l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale du Togo, occasion pour lui d'échanger avec le président Fornia Singbe ainsi que son homologue togolais sur les relations entre les 2 pays. Il est de votre devoir de conduire cette législature vers les progrès attendus par le peuple togolais, interpelle Vlavounou. Le président du Parlement béninois a rappelé les relations fraternelles et amicales qui unissent les 2 pays, relations qui vont bien au-delà d'une frontière artificielle. Cette réalité doit continuer d'inspirer nos actions pour le renforcement de la coopération interparlementaire, a-t-il ajouté. Pour Fraternité, Louis Vlavounou est préoccupé par les relations bilatérales et fraternelles entre le Bénin et le Togo. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Voilà donc pour la revue de presse hebdomadaire de Assiongmo Kagny Assiongmo qu'on va retrouver dimanche prochain avec d'autres informations en plateau pour le tour d'horizon de l'actualité nationale. Il est déjà installé Stéphane Ahinrosu, bonjour. Bonjour Boukari. Analyste politique et rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être avec nous. On va commencer avec cette grosse actualité, la tentative de coup d'État donc qui visait le président, donc Patrice Talon, selon la déclaration du
procureur spécial de la Criette. Quelle a été votre réaction donc après cette sortie du procureur? Oui, effectivement, c'est vrai que depuis que les rumeurs ont commencé par circuler, on s'est dit, mais on est dans quel pays? Parce que depuis... on a douté en fait, on s'est dit, ben quand même, les mises en cause, Olivier Bokor, Oswald Omeki, c'est quand même des proches du chef de l'État. Olivier Bokor, c'est quand même un ami très intime. Et donc, on était dans les doutes. Est-ce qu'il fallait croire, est-ce qu'il ne fallait pas croire? Parce que dans les sérails politiques, il y a quand même un ensemble de jeux qui peuvent être joués. Mais quand le procureur est sorti et qu'il a avancé, n'est-ce pas, donc des faits, on s'est dit, ben, écoutez, nous sommes dans un État démocratique. Si dans les sérails, dans l'entourage propre du chef de l'État, un procureur sort pour établir des faits aussi graves, il y a lieu d'être inquiet parce que nous sommes quand même dans un État démocratique et depuis la conférence vive des Nations de 1990, on a relégué cette histoire au passé. Et donc, c'est quand même surprenant qu'il y ait cette velléité persistante au niveau des acteurs politiques. Parce qu'avant, les coups d'État, c'était dans le milieu militaire et tout, il y avait des civils implicitement, mais aujourd'hui, qu'on est à l'ère démocratique et qu'on a pensé que c'était déjà enterré, c'est quand même surprenant que ça persiste. Donc ça a inquiété. Ça a inquiété que le procureur puisse sortir pour attester un peu plus les rumeurs en établissant des faits. Maintenant, est-ce que, puisque le procureur sort pour poursuivre, pour dénoncer des faits, mais il reviendra au juge d'établir la concordance des faits. Donc, ceux qui ont été cités dans ces faits-là, pour le moment, bénéficient de ce qu'on appelle en matière de droit la présomption d'innocence, puisqu'il n'y a aucun juge qui est statué et qui est dit qu'ils sont coupables de tel ou tel ou tel. Il y a des faits qui sont à leur charge, il reviendra donc au juge donc ça a été un peu désolant d'apprendre que dans le milieu politique, il y a cette velléité qui est encore donc et puis les partis politiques qui ont enchaîné les déclarations de soutien, de condamnation et tout, comment vous analysez tout ça? Oui, c'est tout de même normal. On est dans un état de droit et qu'aucun parti politique sérieux à notre ère ne peut encourager les coups d'État. Quand ça se passe dans la sous-région, nous sommes les premiers à monter au créneau pour dénoncer. Donc, dans notre pays, c'est quand même normal que les partis politiques montent au créneau. S'ils ne le faisaient pas, on allait croire qu'ils étaient complices d'un fait. Donc, le fait qu'ils soient sortis de leur mutisme pour dénoncer cela, je trouve que c'est quand même intéressant et que les partis politiques tous sont unanimes sur le fait qu'on ne peut plus, au XXIe siècle, tolérer les coups d'État. Ça ne peut pas. Ça dit que si vous n'êtes pas d'accord pour un chef de l'État, c'est par les urnes, c'est les élections. Il n'y a pas autre moyen. Et donc, sur le fait-là, tout Béninois doit être unanime sur le fait qu'au Bénin, pour avoir un chef d'État, il faut passer par les urnes. On n'a pas besoin de coups d'État, de coups d'État institutionnels, de coups d'État militaires, de coups d'État politiques, je ne sais pas. Mais on a besoin d'aller aux urnes pour changer un chef d'État. Donc, il faut approuver tous ces partis politiques, même si à l'intérieur, il y a quand même des choses qu'on peut retrouver à reprocher à certains partis politiques dans leurs déclarations qui ont fusé dans la foulée, il y a Candidat Zanaï qui n'a pas manqué de dévoiler également sa position sur cette affaire. L'avez-vous suivi? Pour lui, il n'y croit pas du tout. Hein? Oui, vous savez, l'année Candidat Zanaï, il est quand même dans sa logique. On le connaît pour ses sorties, pour ses fracs, etc. Il a une logique qu'il est le seul à maîtriser en des moments donnés. C'est vrai qu'on peut ne pas toujours le comprendre ou le soutenir, mais toujours est-il que quand il y a des faits et que vous analysez profondément des choses, vous pouvez avoir des prises de position. Nous sommes d'accord. Et donc je trouve que lorsqu'il dit qu'il n'y croit pas, c'est quand même... Il y a une logique. Il y a une logique qui peut ne pas être partagé par tout le monde, parce que ceux qui sont mis en cause aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Quand on dit aujourd'hui que Olivier Bokor prémédite ou préméditerait, et qu'on dise que Oswald Omeki, on tombe des nues. Donc dire qu'on n'y croit pas,
c'est pas mauvaise foi. Ouais. Non, c'est que ça dit que dans le système logique, ça n'intègre pas. Ça n'intègre pas que des amis aussi proches en arrivent là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas que les faits là soient réels, mais que ça se passe ainsi, c'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Le parti, les démocrates, était resté pendant quelques jours silencieux face à cette actualité, mais a fini par donner sa déclaration. Quelle analyse faites-vous du contenu de la déclaration? Bon, d'abord, leur déclaration était quand même attendue. Oui. Parce que c'est le plus grand parti d'opposition dans notre pays. Et ils ne pouvaient pas rester muets sur un sujet aussi sensible. Mais quand j'ai lu leur déclaration, et que vous ayez quelques brins de logique, j'ai compris que il y a comme... Je ne dis pas que... Je ne les accuse pas. Mais quand on fait une lecture, c'est-à-dire que la proportion qui est réservée à la dénonciation du coup d'État et la proportion qui est réservée aux arguments évoqués semble laisser croire qu'ils ont tenté implicitement de légitimer le fait. En quoi faisant? C'est-à-dire qu'en énumérant des faits qui pourraient être susceptibles de contribuer à la chose. Et c'est là que je trouve que leur déclaration, pour moi, a manqué de tact ou a été un peu insinueuse. Parce que si vous voulez dénoncer un fait, dénoncez le fait. C'est vrai que dans une certaine mesure, on peut dire que les démocrates sont restés dans la posture où c'est une cuisine interne, c'est entre eux. Non, mais ils ont condamné. Oui, ils ont condamné, mais quand vous condamnez leur attachement aux valeurs démocratiques. Justement, ce que tout Béninois ordinaire dirait d'ailleurs. Tout Béninois épris de justice et de paix, épris des valeurs démocratiques dirait d'ailleurs. Mais quand vous finissez de dire ça et que vous venez en dernier ressort énumérer des faits, et que l'espace que vous réservez à ces derniers faits qui ont été énoncés est plus large que l'espace que vous avez précédemment réservé aux faits que vous dénoncez, vous laissez croire que vous semblez dire on n'est pas d'accord, mais tel que vous êtes en train de faire, il semble que ce serait à cause de ci ou à cause de ça qu'on en arrivait là. Ça, c'est l'interprétation que vous avez de ce qui a été dit. C'est mon analyse. Oui. Et c'est-à-dire que en termes de discours, ou en termes de logique de discours, c'est ça, puisque celui qui a rédigé le discours, peut-être qu'il est dans un esprit de dénonciation. Qu'est-ce que vous aurez souhaité? J'aurais souhaité que les démocrates sortent et qu'ils fustigent le fait sans dénoncer, sans énumérer des faits qui pourraient c'est pas légitimer la chose. Je ne dis pas que c'est leur intention qu'ils sont en train de légitimer un coup d'État, mais je dis que tel que c'est fait, tel que le discours a été bâti, pour celui qui lit un discours, c'est un peu comme si. C'est un peu comme si. Et donc ça peut-être été une erreur implicite. Oui. Une erreur implicite. Et donc je trouve que ils ont dénoncé, on est d'accord, que le parti Les Démocrates ont réaffirmé ou a réaffirmé son attachement aux valeurs démocratiques, mais il ne leur revenait pas dans ce même discours de venir dire qu'il y a et qu'il aurait souhaité. Ils sont dans leur rôle, non? Non, ils sont dans leur rôle, mais j'aurais souhaité que que le discours consacré à la dénonciation de ce fait soit à part, et que le discours réservé à la réclamation ou à une revendication politique soit à part. Parce que les deux, une fois imbriqués, pourraient laisser entrevoir un certain nombre de choses. D'accord, Stéphane, quelles pourraient être les implications politiques de cette affaire? Nous sommes à quelques mois des élections générales. Oui, je trouve que il n'y aura pas d'implication majeure. Il n'y aura pas d'implication majeure, en tout cas dans le camp de la mouvance présidentielle, si tout est bien organisé. Parce que si on doit s'en tenir à la réforme du système partisan, ce sont les partis politiques qui gèrent les élections. Et donc, Olivier Bokor, fut-il proche du chef de l'État, Oswald Oumeki, fut-il proche du chef de l'État, c'est vrai que c'est quand même désolant. C'est quand même désolant, mais ça ne va pas déstructurer, n'est-ce pas, donc la mise en place des mécanismes pour un bon déroulement du processus devant conduire aux élections
en ce qui concerne les partis politiques, puisque le fonctionnement des partis politiques continue son cours. C'est vrai que quand on dit Olivier Bokor, c'est quand même une charpente, hein. C'est quand même une charpente au niveau du bloc républicain qu'au niveau de l'UPR. Parce que quelqu'un qui est aussi proche du chef de l'État a quand même en tant que individu intuitif personnel a des ramifications. Mais ce n'est pas pour autant que cela va déteindre sur le bon fonctionnement des partis politiques. D'accord. Demain, lundi 7 octobre, donc va s'ouvrir le procès du supposé frère Ounvi à la Criette. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Oui, je veux déjà dire que oui. Et chez moi, on dit que tu ne peux pas perdre ton père en train de pleurer et on va dire que ton chien est mort et puis tu vas dire. Je pense que le sujet qu'on a actuellement là, le sujet, en fait, tentative de coup d'État, a me semble-t-il, absorbé le dossier Ounvi. Dans tous les cas, le procès le procès aura lieu. Il y a, pour moi, soit il s'agira de frère Ounvi lui-même parce que le monsieur dit qu'il n'est pas frère Ounvi. Est-ce qu'il sera... Il va en tout cas, c'est Steve Amoussou. Voilà, c'est Steve Amoussou. Est-ce que c'est Steve Amoussou, frère Ounvi? On saura bien. On saura bien. Est-ce que pour les informations qu'il a pu distiller, quels sont les éléments de preuve qu'il a dans l'entourage du chef de l'État immédiat qui a pu lui donner quand même ces informations aussi croustillantes, ou bien il est doté d'un esprit de Superman pour avoir toutes ces informations. Donc je trouve que c'est quand même un procès très attendu, et on verra bien les surprises qui en sortiront pour analyser la suite. D'accord. Stéphane Arinou-Rossou, analyste politique et rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. D'accord. Très bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à notre dernier rendez-vous. Voici notre artiste de la semaine. De succès, de joie et de surprise. Un nom qui a traversé les âges, symbole de rêve et de richesse. Non mais papy, t'étais trop fort. La Loterie nationale du Bénin nous a toujours fait vibrer. Aujourd'hui, l'État du Bénin veut posséder une partie de ses actions à travers une offre publique de vente. Acheter des actions de la Loterie nationale du Bénin est devenu acteur du succès. Cette opération est autorisée par l'AMF sous le numéro de visa OA-24-01. Prix de l'action 4800 francs CFA. Souscription du 7 au 25 octobre auprès des sociétés de gestion et d'intermédiation de la zone UEMOA avec possibilité de clôture anticipée. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier... Le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Nouveau, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans Rovegbe, oui, ouais, dans ton. Il est aussi village, Boa, Kouton, Santanga.
Le vieux Kossi, c'est notre artiste de la semaine. C'est lui qui nous fait donc l'honneur d'être avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, M. Grace, merci. Comment vous vous portez? Je vais bien, super bien. D'accord. Kossi, Abel Amoussou. Alors pourquoi le vieux Kossi? Bon, Kossi, ça c'est déjà connu, c'est l'un de mes prénoms. Bien sûr. Le vieux. Cette bon, question, pourtant, il n'était pas encore vieux. Cette question revient souvent. Oui. En fait, c'est parti de la maison. Lorsque vous avez des enfants qui vous appellent le vieux. Oui. Vous commencez par vous habituer à ça. Et au niveau aussi professionnel, j'étais quand même parmi les anciens. Et certains jeunes collègues m'appelaient aussi affectueusement le vieux. D'accord. Donc j'ai voulu garder ça et ajouter mon prénom. D'accord. Alors, long et impressionnant parcours de l'artiste que vous êtes. Le temps ne nous permet pas de nous replonger aux premières heures donc, de votre carrière musicale. On va se limiter au premier album lancé le jeudi 30 juillet 2015 à Cotonou à la faveur d'une conférence de presse. L'album est intitulé Comeback pour marquer votre retour sur scène après 25 ans d'absence. Pourquoi ce temps de silence pendant 25 ans? Ouais, c'est surtout professionnel, parce que en 1990, j'ai intégré une institution financière de la place. Et c'était difficile pour moi de concilier les deux, la vie professionnelle et puis la musique. C'est ce qui a fait que j'ai aimé. Alors que vous avez déjà constitué une famille qui réclamait déjà vos productions et tout, que vous avez abandonné pendant tout à fait, 25 ans. Tout à fait, parce que j'ai commencé la musique il y a très longtemps, oui. En tant que guitariste surtout, parce que je ne chantais pas avant. Donc, j'ai joué dans plusieurs orchestres en tant que guitariste. C'est après que je me suis dit, bon, comme j'ai des compositions, je voulais les chanter moi-même. C'est comme ça que ça s'est passé avec le premier album. Et puis le premier album, c'est un album de 10 titres. 10 titres, oui. Et puis le titre phare, c'était Nyonou Nusisi. D'accord, chanté en duo avec Sabouha Danialou. Pourquoi le choix de l'homme? Bon, et en fait, Sabouha et moi sommes des amis de vieille date. Donc, un jour, d'abord, il fait partie de ceux qui m'ont mis la pression pour que je revienne à la musique. Donc, chaque fois qu'il me voyait dire, tu ne peux pas partir comme ça, avec tout ce que tu as comme talent. Ce qui fait que sur mon premier album, c'est lui-même qui a insisté pour intervenir sur un des morceaux. Donc, lorsque j'ai commencé le morceau, effectivement, je suis allé le voir, et j'ai dit, voilà. Le morceau que j'ai composé, j'aurais voulu quand même que ce morceau, on le fasse ensemble. Donc voilà un peu l'histoire de... Et tout comme vous, c'est un infatigable qui a lancé un nouvel album, donc il y a quelques jours, Message. Oui. Comment est-ce que vous appréciez le chef-d'œuvre? D'abord, j'ai eu la chance d'écouter ce morceau pendant la fête de Pâques, parce qu'il était avec moi à Ouagadougou. Et il m'a fait écouter les 10 titres. Donc voilà un peu quoi. Ça c'est comme d'habitude, c'est dense. C'est dense. Il est terrible ce monsieur-là. D'accord. Vous étiez également très ami à feu Bernard Ngoundéon, alias Papillon. Alias Papillon, mythique guitariste. Du tout puissant pour le rythme. Du tout puissant pour le rythme et tout. Qu'est-ce qui vous liait si tant avec l'homme? La guitare. Oui. C'est la guitare. Justement, je vais vous demander quelle est votre histoire avec la guitare. Oui, j'ai commencé la guitare très jeune, comme je disais tantôt, parce que j'ai un grand frère qui avait une guitare à la maison. J'étais au cours secondaire, CSP à l'époque. Donc quand lui, il sort, moi je prends sa guitare pour commencer par m'entraîner là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé par apprendre à jouer à la guitare. Et j'ai fait de petits groupes. Les grands génies. Les grands génies, le Disafri Band. Les Pelles Noires. Les Pelles Noires. Vous avez joué également avec Rigo. C'est commando, j'étais même chez l'orchestre pendant 4 ans, guitariste soliste, avant de passer au Polyrythmo. Cette expérience, comment est-ce que vous l'avez, on va dire, exploité, cette somme d'expérience? C'est tout ça qui a fait ce qu'il fait aujourd'hui. C'est tout ça qui fait le vieux Kossi aujourd'hui. D'accord. On va revenir maintenant sur l'album Comeback. Est-ce que l'album a connu de succès comme vous l'auriez souhaité?
Bon, il a manqué un peu aussi la promotion de papa. Je n'ai pas eu le temps de me mettre dans la promotion. Mais il y a quand même beaucoup de titres que les gens ont beaucoup appréciés. Voilà, donc je ne peux pas dire que l'album n'a pas été joué, connu, non. Et puis après l'album, vous êtes resté, on va dire, constant sur la scène musicale béninoise avec 7, si je me trompe, 7 donc, morceaux qui ont suivi l'album depuis 2015 et donc jusqu'à maintenant. Oui. Et le dernier a été lancé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ça. Maintenant, le titre Salou Honton, d'accord, parle de quoi? Ça, c'était en 2016. En 2016. Oui. Salou Honton, c'est l'ami. C'est l'amitié sincère. Oui. C'est-à-dire, c'est l'ami que vous voyez, quelles que soient vos difficultés. C'est l'ami qui ne vous trahit pas. Voilà un peu quoi. Salou Honton. Est-ce que c'est une histoire réelle que vous racontez en partie, oui. En partie, oui. Parce qu'il y a une partie un peu triste. J'étais avec un ami qui a perdu un enfant. Et sur le chemin de retour, j'ai commencé par fredonner. Oui, c'est là où l'inspiration est venue. Parce que j'ai dit que c'est normalement l'enfant qui enterre le père et non le contraire. Dans le cas que je suis en train de chanter, c'est le contraire, malheureusement. D'accord. Et puis, on a connu également Wagny, qui est signé un an après. C'est un morceau qui a également marqué le temps et adopté par vos fans. Quel est le message que vous passez à travers Wagny? Il faut d'abord l'amour. L'amour et la sincérité entre les hommes. Et savoir aussi pardonner. Parce que toutes les fois que nous nous inclinons devant Dieu, on demande de nous pardonner. Alors qu'on n'est pas prêt nous-mêmes à pardonner aux autres. Ça n'a pas de sens. Je dis donc, au lieu de ne pas pardonner, il faudrait mieux pardonner pour aussi bénéficier du pardon du Très-Haut. Donc voilà un peu moyen. D'accord. Et puis, Akwe et Gbetor et Nomon et tout, ce sont des chefs-d'œuvre également qui ont révélé une fois encore le talent donc, de l'artiste que vous êtes. Merci. Oui. Akwe, c'est l'argent? Akwe, c'est l'argent. Oui. L'argent, je disais dans le morceau Akwe, quelqu'un à qui vous donnez de l'argent tous les jours. Le jour où il vient que vous lui dites que vous n'avez pas les sous. C'est problème. C'est problème. Ouais. Donc c'est de ça que je parlais dans le titre. Un monsieur qui tout le temps vient me voir pour demander de l'aider. Le jour où vous n'en avez pas... Le jour où il est venu, il a dit que il ne peut pas comprendre. Là où je suis, là aussi, ça ne va pas. Il est parti mécontent. Il a commencé encore par me saboter. L'argent que j'ai là. Il a oublié ce qu'il prenait. Voilà, que l'argent c'est l'argent de la drogue, que c'est l'argent de l'escroquerie. Et Gbetor et Nomon. Gbetor et Nomon, dans tous les cas, il ne faut pas se déconnecter de son origine. Je veux parler quoi, de la maison familiale. Il y a des gens qui fuient la maison familiale parce qu'ils ont peur, parce qu'ils pensent que c'est les sorciers, les vaudous qui font leur malheur. Et lorsqu'ils fuient pour aller dans une religion dite christianiste ou musulman, ils trouvent qu'il y a aussi là de mauvais hommes. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Et je disais aussi dans ce morceau que dans tous les cas, à un moment donné de votre vie, ou bien même lorsque vous quittez cette terre, on vous retourne dans la maison familiale, on vous retourne aux parents. Donc il ne faut pas, parce que vous avez peur des sorciers et autres, négliger le domicile de vos parents. Donc il faut toujours attacher à... D'accord. Politiki, c'est le morceau sorti en 2021. Après ce morceau, il y a un silence qui a été observé. On va comprendre pourquoi, mais on va suivre une petite séquence donc, du morceau Politiki avec la complicité de mon réalisateur Augustin Vidécon. Merci. Makaito pevide, we marokoto kwerizizi, kawade po minavo
Voilà donc pour cette séquence du titre politique signé le vieux Kossi, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors politique, vous parlez de la politique, c'est bien ça? Oui, je parle de la paix. Ah d'accord. En période électorale. Oui. De ne pas suivre les politiciens. Parce que lorsqu'ils sont péter, que ce soit député, ministre, président, ils vont partir et nous on va s'entretenir ici pour rien. Oui. Donc voilà essentiellement ce que je disais dans à la paix. Voilà. D'accord. Maintenant, pourquoi le silence de 2021 maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, je peux dire que c'est un peu la paresse. Ah oui. Sinon, les morceaux sont là, pratiquement finis. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, oui, comme genre musical, hein, on vous retrouve dans un mélange, le zouk, salsa, le tchink. Est-ce que la tendance a changé? Bon, je suis plus salsa. Oui. Parce que lorsque vous voyez les titres, il y a plus de salsa que les autres. Mais j'essaie quand même d'être dans la variété, quoi. D'accord. Ça fait déjà plus de 40 ans, peut-être vous allez préciser plus de 40 ans donc de carrière musicale. Aujourd'hui, quand vous faites le bilan, le parcours, est-ce que vous êtes satisfait? Bon, ça fait plus de 50 ans. Hein. Oui. J'ai commencé par jouer dans un orchestre, j'avais 16 ans. Oui. Donc ça fait plus de 50 ans. Oui. La musique est difficile. La musique est très difficile, surtout au Bénin. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'en notre temps. Qu'en notre temps, c'est encore pire. C'est d'abord pour ça que beaucoup ont abandonné la musique et sont allés faire autre chose. Mais la musique a quand même évolué, ça fait son bonhomme de chemin. J'encourage ceux qui sont dedans. Surtout, effectivement, les jeunes que vous suivez aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur leur production et tout? Est-ce que quand vous voyez les jeunes dans les différentes tendances, ça vous satisfait? En partie, oui. Il y a des jeunes qui font un travail vraiment de très bonne qualité. Mais le problème, c'est surtout au niveau du message. Parce qu'en notre temps, c'est surtout le message. Lorsque vous sortez un morceau, les gens veulent savoir de quoi vous parlez. Quel conseil vous donnez? Quel message vous portez? Donc c'est sur ça. Aujourd'hui, voilà, beaucoup n'en tiennent pas compte. Beaucoup n'en tiennent pas compte et excusez-moi, ils racontent n'importe quoi parfois. Et quel conseil vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui? Il faut dire aux jeunes, lorsque je veux faire ce métier, en m'écoutant, il faut qu'on tire une leçon de ce que je dis. Fondamentalement. Il faut que je puisse donner des conseils dans la vie. Il faut que je puisse apaiser les gens. Il faut que je puisse donner des leçons. Il faut que les gens fassent toujours référence à mes morceaux dans certaines situations. Je dis à tel artiste a chanté tel morceau. Voilà ce qu'il disait. Compte tenu de ce que je vis aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, Pas toujours. Oui. Mais il y en a quand même qui font du bon travail comme je l'ai dit tantôt. D'accord. Serhui, c'est le dernier. C'est le dernier. C'est ça qui sort aujourd'hui. Voilà, le Benjamin de tout ce que vous avez produit et tout. Le morceau est sorti aujourd'hui, sans doute déjà disponible sur toutes les plateformes YouTube de téléchargement. On va suivre une séquence du morceau Serhui et puis on revient pour finir. D'accord. Akwelo asiwe banomanu ye wenenu ana imeragwe ayayay yo hankwedenu ana busumeyanya akokwe Jono mi bodo nde weke nukuche ji utuno ana wa konhami fe kon kwe ko do tashele yonu de ma do khome lumine wa huzu nukuko do akome do fontome yonu eye kwe ko do yi utuno mabo yi mo fami tole
Voilà, le vieux Crossi, ce n'est pas le morceau, un peu de mélange de l'autre côté de tout. Alors, Serhui, on peut comprendre... oui, c'est le destin. Serhui, c'est le destin. Et je disais dans le morceau que chacun a son destin et qu'il ne faut pas forcer le destin. Parce que lorsque vous forcez le destin, vous risquez de vous trouver dans des situations compliquées. D'accord. Après ce morceau, c'est vrai que la promotion donc, a déjà commencé. Quels sont les autres projets? C'est vrai qu'il y a beaucoup de sons qui sont quelque part et tout, mais les projets que vous souhaitez mettre en œuvre d'ici quelques mois, donc pour le plaisir de vos fans. D'accord. Le projet, c'est surtout de finir mon album. Parce que c'est un titre de l'album. Comme l'album n'est pas encore prêt, que les gens mettaient tellement de pression, j'ai voulu quand même sortir Serhui en tentant de finaliser le projet. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut... c'est vrai qu'on n'a pas pu suivre Serhui, mais est-ce que le vieux Crossi peut nous donner un peu l'essentiel du morceau? On peut chanter? On peut chanter. C'est le morceau? C'est le morceau, voilà. On va l'écouter alors rapidement. Donc voilà pour l'extrait du morceau Serhui, donc de notre artiste de la semaine. Avant donc de nous chanter quelque chose, comment faites-vous pour être toujours en forme? Quel est votre secret? Parce que là, on vous voit beaucoup plus solide là sur les écrans là. Ouais. Oui, comment vous faites? Bon, on essaie de se maintenir. Oui. De n'exagérer en rien. Et de faire beaucoup de sport. C'est ça. C'est le secret. Ouais. D'accord. On peut commencer quelque chose? On peut chanter quelque chose? Serhui? Serhui? Oui. On y va. Allez-y, hein, si vous êtes prêts. Ah, no mono zotowe, sinumbo no jolo. Ewe zomba na vankan bona wazo. De nuka no jolo we, bono zehwe wo. Amahwe so wa jaja, ay tondo vigan we. Serhui do alors home. Donc je disais, les deux là, c'est jamais la même chose chez deux individus. Chacun a son destin. D'accord. Le vieux Crossi en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va dire bonne journée à vous. Le plaisir est partagé. D'accord. Merci. Très bonne journée à vous. Et merci aux... D'accord, merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 6 octobre 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Dagbé, c'est à Ifayi. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.